Je m'appelle Chloé, j'ai 31 ans. Au moment où j'ai compris que ma mère n'avait jamais réservé de chambre pour moi lors de notre voyage en famille, j'étais debout au milieu du hall étincelant d'un grand hôtel à Nice, ma valise à la main, alors que tous les regards se tournaient lentement vers moi. La réceptionniste ne cessait de s'excuser, tapotant sur son clavier encore et encore, comme si la réservation pouvait apparaître par magie si elle cherchait assez fort, mais rien n'apparaissait. Ma mère se tenait à quelques pas de là, silencieuse, faisant semblant d'être distraite par la vue sur la Méditerranée à travers les grandes baies vitrées. Ma sœur, en revanche, n'avait aucun mal à dire exactement ce que tout le monde était censé entendre, elle m'a dévisagé de haut en bas avec un sourire, comme si elle attendait ce moment depuis toujours, en déclarant qu'une ratée ne méritait pas de voyager avec cette famille. Pas de chambre, pas de place au dîner, pas même la courtoisie élémentaire d'être traitée comme si j'avais ma place ici. Le pire, c'est qu'aucun d'entre eux n'avait l'air surpris. C'est là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une erreur de dernière minute ou d'un problème de réservation, c'était planifié. J'avais été invitée juste assez loin pour être humiliée en public. La chose étrange est que je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié et je n'ai même pas élevé la voix. J'ai juste regardé ma sœur puis ma mère et j'ai dit que dans ce cas je m'en allais. Le silence qui a suivi était si tranchant qu'il aurait pu briser du verre. Personne n'a bougé, personne ne m'a retenu, mais dès l'instant où je me suis détournée pour sortir de cet hôtel, quelque chose a basculé. Parce que ce qu'ils pensaient être le moment où ils me remettaient enfin à ma place était en fait l'instant où tout ce qu'ils avaient construit a commencé à s'effondrer. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé après être sorti de ce hall, dites-moi ceci. Avez-vous déjà eu un membre de votre famille qui vous sourit en face tout en préparant votre humiliation? Et si c'est le cas, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? J'avais vu le message 2 jours plus tôt et j'avais failli ignorer la boule au ventre qu'il m'avait causée. Ma mère avait envoyé un petit message de confirmation joyeux avec les détails du vol, l'adresse de l'hôtel de luxe et une note disant à tout le monde d'être en bas pour 19 h pour le grand dîner de famille. Mais quand j'ai regardé la liste des chambres, j'ai vu une chambre au nom de mon oncle, une au nom de ma mère et une autre pour ma sœur et son mari, la mienne n'y était pas. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute entière avant de répondre que je ne voyais pas ma chambre. Ma mère a répondu 10 minutes plus tard que l'hôtel réglait encore quelques détails et de simplement venir. C'était tout, pas d'explication, pas d'excuse, juste viens. Une version plus jeune de moi aurait insisté davantage, car une version plus jeune de moi croyait encore que si quelque chose n'allait pas, poser la bonne question pouvait tout arranger. Mais après des années à être traitée comme la déception de la famille, j'avais appris comment il fonctionnait, il restait toujours vague lorsqu'il cachait quelque chose de laid. Même à ce moment-là, je me suis dit qu'il devait y avoir une explication raisonnable. C'était mon oncle qui payait pour le voyage, il avait invité tout le monde car il croyait fermement à l'unité de la famille, même quand le reste d'entre nous faisait à peine semblant. J'ai donc bouclé ma valise, pris mon train depuis Lyon et essayé de me convaincre que j'exagérais. Pourtant, dès que j'ai mis les pieds dans le hall de cet hôtel, j'ai su que ce n'était pas le cas. La réceptionniste avait l'air confuse avant d'avoir l'air embarrassée. Elle continuait de faire défiler les écrans, baissant la voix, puis me lançant des regards avec cette expression prudente que les gens utilisent quand ils savent qu'une mauvaise nouvelle va tomber. Je sentais la présence de ma mère près de moi avant même de me retourner, elle se tenait assez près pour entendre chaque mot, mais pas assez pour être forcée de m'aider. Puis ma sœur est arrivée du bar de la piscine, un verre à la main, souriant comme si elle avait passé toute la matinée à attendre que le spectacle commence. Elle n'a même pas prétendu qu'il y avait un malentendu, elle a dit qu'en effet il n'en avait pas réservé pour moi, puis elle a ri doucement en ajoutant qu'une ratée ne méritait de toute façon pas de voyager avec cette famille. Le mot raté a frappé l'air plus fort que je ne l'aurais cru, pas parce qu'il était nouveau, j'en avais entendu des versions pendant des années. J'étais la fille qui avait quitté la voie respectable, la sœur qui ne s'était pas mariée richement, la femme qui vivait dans un petit appartement et payait ses factures grâce à ses contrats en freelance au lieu de poster des brunchs sophistiqués et des voyages d'anniversaire en ligne. Mais l'entendre là, en public, alors que ma mère ne disait rien et que des inconnus faisaient semblant de ne pas écouter, a provoqué un grand calme en moi. Ce fut le moment où j'ai arrêté d'essayer de les comprendre. J'ai repris ma valise, j'ai regardé ma mère, j'ai regardé ma sœur et j'ai dit que je partais. Le sourire de ma sœur a vacillé pour la première fois,
peut-être s'attendait-elle à des larmes, peut-être s'attendait-elle à ce que je supplie pour une chambre ou que je l'accuse devant tout le monde, mais au lieu de cela, je lui ai donné quelque chose de plus froid, je ne lui ai rien donné du tout. Je me suis retournée et j'ai franchi les portes vitrées pour sortir dans l'air chaud de la Côte d'Azur. Derrière moi, le hall est devenu silencieux d'une manière presque solennelle. Ce que je ne savais pas encore, c'est que quelqu'un d'autre avait entendu chaque mot depuis le balcon du 2e étage juste au-dessus de nous. Et au moment où j'atteignais le trottoir, la véritable histoire de ce séjour avait déjà commencé. J'ai réservé une voiture pour l'aéroport avant même d'atteindre l'allée, les vols de vacances étaient ridiculement chers, mais je m'en fichais, ma paix intérieure m'avait déjà coûté bien plus qu'un billet d'avion au fil des ans. Je me suis assise sur un banc près de l'entrée, ma valise à mes pieds, mon téléphone à la main, et j'ai regardé des familles descendre de grosses voitures noires, portant des vêtements de vacances élégants et des sourires faciles. Tout le monde semblait appartenir à un endroit, et cela me blessait autrefois plus que je ne l'admettais, mais pas ce jour-là. Ce jour-là, je me sentais étrangement lucide, comme si l'humiliation avait dissipé tout le brouillard. Mon téléphone a vibré juste au moment où mon chauffeur arrivait sur l'application, c'était mon oncle. J'ai failli ne pas répondre, non pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que j'étais soudain trop fatiguée pour m'expliquer à qui que ce soit. Pourtant, j'ai décroché. « Chloé, où es-tu » a-t-il demandé. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose dessous qui m'a fait me redresser. « Je suis dehors, je repars vers l'aéroport », j'ai répondu. Il y a eu une courte pause, puis il a dit de rester où j'étais car il avait vu ce qui s'était passé. J'ai levé les yeux vers l'hôtel instinctivement, cherchant les balcons et les rambardes polis au-dessus des fenêtres du hall. Il était en haut pour un appel professionnel, m'a-t-il dit plus tard, et il terminait avant de descendre rejoindre tout le monde pour le déjeuner. De là, il m'avait vu à la réception, avait vu ma mère en retrait, avait vu ma sœur s'approcher et avait entendu assez de la conversation pour savoir qu'il ne s'agissait pas d'une erreur administrative. Il est sorti moins de 3 minutes plus tard, toujours dans son blazer en lin qu'il portait quand il voulait avoir l'air détendu et prospère à la fois. Il s'est assis à côté de moi sur le banc sans dire grand-chose au début. Il ne m'a pas demandé si j'allais bien de cette manière douce et inutile que les gens utilisent quand ils veulent se donner le bon rôle, il a posé une seule question, il m'a demandé de lui dire exactement ce qu'elle avait dit. Alors je lui ai tout raconté, chaque mot. Je n'ai pas dramatisé, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas transformé le silence de ma mère en quelque chose de plus gentil qu'il ne l'avait été. Quand j'ai fini, il a regardé la route pendant un long moment et a expiré lentement. Puis il a dit quelque chose dont je me souviendrai probablement toute ma vie. Les gens qui construisent toute leur image sur de l'argent emprunté paniquent toujours devant quelqu'un qui a encore de la dignité sans cela. Je me suis tournée vers lui, mais il regardait toujours devant lui. Je suis désolée, ai-je dit, parce que je savais qu'il voulait que ce voyage ressemble à une réunion de famille. Il m'a enfin regardé et m'a dit de ne pas m'excuser pour la cruauté de quelqu'un d'autre. Puis il a sorti son téléphone, a passé 2 appels et a changé le cours des prochaines 48 heures avec ce genre d'autorité tranquille qui n'a pas besoin de hausser le ton. D'abord, il m'a réservé une chambre dans le même hôtel, au même étage que les autres. Ensuite, il m'a demandé de venir au dîner de famille le lendemain soir, exactement comme prévu. Je lui ai dit que je ne voulais pas de confrontation, il a esquissé un léger sourire et a répondu que lui non plus. Ce qu'il voulait, je l'ai compris plus tard, était quelque chose de bien pire pour les gens qui m'avaient humilié, il voulait des conséquences. Au moment où j'ai pris possession de ma chambre ce soir-là, mon téléphone avait déjà commencé à s'allumer. Ma mère a appelé 2 fois, ma sœur a envoyé un message demandant si j'essayais sérieusement d'en faire une affaire plus importante qu'elle ne l'était. J'ai fixé cette phrase pendant un moment, puis j'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé face contre terre sur la table de chevet. De l'autre côté du couloir, ma famille se racontait probablement encore la même vieille histoire, que j'étais trop sensible, trop dramatique, trop insignifiante pour compter. Le lendemain soir, ils allaient apprendre ce qui arrive quand la personne qu'ils méprisent arrête d'essayer de gagner sa place à leur table. Le dîner a eu lieu dans l'un des salons privés de l'hôtel avec vue sur la mer, le genre d'endroit conçu pour des photos de famille coûteuses et de la gratitude feinte. De longues bougies vacillaient au centre de la table, les verres en cristal accrochaient la lumière.
Il y avait des marque-places, de l'argenterie polie et un pianiste quelque part en arrière-plan qui rendait tout encore plus théâtral. Ma sœur est arrivée habillée comme si elle allait à une séance photo pour un magazine. Son mari avait l'air tendu de cette façon que les hommes ont quand ils savent que quelque chose ne va pas mais espèrent encore que l'argent réglera le problème. Ma mère m'a accueilli d'un signe de tête rigide, le genre que l'on donne à un collègue qu'on n'aime pas mais qu'on ne peut pas insulter ouvertement. Personne n'a mentionné le hall, personne ne s'est excusé, ils agissaient comme si toute l'affaire s'était simplement dissoute parce que j'étais présente malgré tout. J'admirais presque leur audace. Le dîner s'est déroulé sous une couche de normalité factice, le vin était servi, les banalités flottaient autour de la table. Ma sœur a complimenté les entrées trop fort. Ma mère a demandé à mon oncle s'il avait vu une certaine propriété en bord de mer à proximité, reprenant déjà le ton qu'elle utilisait quand elle voulait passer pour une femme menant une vie plus grande que celle qu'elle pouvait réellement s'offrir. Puis, juste après le service du plat principal, mon oncle a posé sa fourchette, a tamponné le coin de sa bouche avec sa serviette et s'est levé. Il n'a pas tapoté son verre, il n'a pas demandé l'attention, il s'est simplement levé et l'atmosphère de la pièce a changé. J'ai soutenu cette famille pendant longtemps, a-t-il dit d'une voix calme et posée, plus longtemps que la plupart d'entre vous ne l'admettront jamais à voix haute. Ma sœur s'est figée, une main autour de son verre de vin. L'expression de ma mère a changé de manière presque imperceptible. Je suis restée immobile. Il a continué en disant qu'il avait payé pour ce voyage car il croyait que le minimum que nous devions était une décence de base, mais qu'au lieu de cela, il avait vu un membre de cette famille être humilié dans le hall d'un hôtel pour une chambre qui aurait dû l'attendre depuis le début. Il s'est tourné et a regardé directement ma sœur. Elle a ouvert la bouche, probablement pour dire qu'elle plaisantait ou qu'elle avait été mal comprise ou poussée à bout par le stress, mais il l'a arrêtée d'un regard. Non, a-t-il dit, tu ne plaisantais pas, tu jouais la supériorité aux dépens de quelqu'un d'autre. Le silence après cela était si complet que je pouvais entendre le cliquetis des couverts dans la cuisine derrière la porte. Puis il a mis la main dans sa veste, a sorti un papier plié et a déclaré que puisque la clarté semblait nécessaire, il allait être clair. À compter d'aujourd'hui, tout le soutien financier discrétionnaire qu'il fournissait à cette famille prenait fin. Ma mère a murmuré son nom comme un avertissement, mais il l'a ignoré. Les virements mensuels s'arrêtent, les paiements complémentaires pour l'école privée de votre fille s'arrêtent, l'arrangement pour l'aide au logement qu'il avait accepté en 2021 ne sera ni renouvelé ni prolongé sous aucune forme. Si vous voulez que votre mode de vie continue, financez-le vous-même, a-t-il conclu. Ma sœur est devenue livide si rapidement que c'en était choquant. Son mari a fini par parler, mais sa voix a déraillé dès le premier mot, demandant si on ne devrait pas en discuter en privé. Mon oncle l'a regardé sans ciller et a demandé si le traitement infligé à Chloé était privé, ou s'il était assez public pour que le personnel de l'hôtel et la moitié du hall l'entendent. Cela l'a fait taire. Ma mère a essayé à son tour, elle s'est penchée en avant et a dit d'une voix serrée et tremblante que c'était extrême et qu'il s'agissait d'un malentendu. Non, a répondu mon oncle, un malentendu c'est quand la vérité se perd, mais hier il avait entendu la vérité très clairement. Puis il a dit la chose qui a vraiment brisé l'illusion, il a dit que les gens à cette table avaient confondu le soutien avec un droit acquis depuis des années, et pire encore, qu'ils avaient confondu un confort emprunté avec une supériorité personnelle. Méprisant la seule personne ici qui savait se tenir sur ses propres jambes. Ma sœur a commencé à pleurer alors, mais pas d'une manière qui faisait de la peine, c'était le pleur paniqué de quelqu'un qui voit le sol se dérober sous une vie qu'elle pensait permanente. Son mari fixait son assiette comme si des chiffres défilaient déjà dans sa tête. Ma mère paraissait plus vieille à ce moment-là que je ne l'avais jamais vue. Quant à moi, je n'ai pas souri, je n'ai pas jubilé, je suis juste restée assise et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti avec ma famille depuis des années, je me sentais intouchable. Mon oncle a plié le papier, l'a remis dans sa poche et s'est rassis, puis il a levé son verre et a souhaité un bon réveillon. Personne n'a touché au dessert. Le premier appel est arrivé le lendemain matin avant même que j'aie fini mon café, c'était ma mère. J'ai laissé sonner et elle a rappelé, puis ma sœur a appelé, puis son mari. À midi, j'avais 11 appels manqués et 6 messages, tous tournant autour de la même idée sous différentes formes, il fallait que je règle ça, que je lui parle, que je lui dise qu'il avait surréagi.
La version de ma sœur était la plus révélatrice, elle a écrit qu'elle n'arrivait pas à croire que j'étais restée assise à le laisser nous faire ça. J'ai lu le message 2 fois et j'ai presque ri. Le laisser nous faire ça, pas je n'arrive pas à croire ce que j'ai dit, pas je suis désolée de t'avoir humilié, juste une indignation brute que les conséquences soient arrivées plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Au moment où j'ai repris le train pour Lyon le lendemain, l'ampleur des dégâts commençait à faire surface. Mon oncle n'était pas un homme qui faisait des menaces en l'air. L'argent mensuel s'est arrêté, les frais de scolarité supplémentaires se sont arrêtés, et plus important encore, le soutien financier de secours qu'il avait discrètement fourni lors de l'achat de leur maison n'était plus là pour rassurer la banque si les choses devenaient difficiles. Soudain, la maison dont ma sœur s'était vantée en ligne ressemblait moins à une preuve de succès qu'à un piège très coûteux. Son mari m'a envoyé un courriel 4 jours plus tard, c'était la première chose honnête que quelqu'un de cette branche de la famille m'envoyait depuis des années. Il écrivait qu'ils étaient en difficulté, qu'ils avaient structuré trop de leur vie autour d'un argent qu'ils avaient commencé à traiter comme permanent. Il écrivait que ma sœur paniquait et que la banque commençait à poser des questions auxquelles il n'était pas préparé à répondre. Il terminait en demandant si je pensais que mon oncle reviendrait sur sa décision avec le temps. Je n'ai pas répondu. Ma mère a essayé une autre stratégie, d'abord elle a appelé en colère, m'accusant de monter mon oncle contre la famille, puis quand cela a échoué, elle a appelé avec tristesse. Elle pleurait au téléphone en disant que ma sœur s'effondrait, que sa petite fille était confuse, que le stress pesait sur tout le monde. L'écouter, c'était comme entendre quelqu'un décrire un incendie de maison tout en refusant de mentionner l'allumette. Finalement, j'ai dit que ce n'était pas moi qui avais fait cela. Elle a répondu par un silence qui m'a fait comprendre qu'elle savait que j'avais raison et qu'elle me détestait d'avoir raison plus qu'elle ne m'avait jamais détesté pour être une soi-disant ratée. 2 semaines plus tard, j'ai appris que ma nièce était retirée de son école privée à la fin du trimestre. Le paiement mensuel était l'un des nombreux beaux mensonges qui maintenaient cette image. Les réseaux sociaux de ma sœur sont devenus silencieux presque du jour au lendemain, plus de photos de brunch, plus de vidéos de vacances souriantes, plus de légendes sur la gratitude et les bénédictions de la famille. C'était étrange de voir à quel point le luxe disparaissait vite lorsqu'il n'avait jamais vraiment appartenu à la personne qui l'affichait. Ma mère m'a laissé un message vocal tard un vendredi dont je me souviens encore presque mot pour mot, disant que Mélanie sombrait et me demandant de faire quelque chose, si ce n'était pas pour elle, au moins pour la petite fille. Je l'ai écoutée assise à mon comptoir de cuisine après avoir terminé une révision pour un client. Et pendant une fraction de seconde, j'ai senti le vieux réflexe remonter en moi, cette vieille instinct entraîné à secourir, à aplanir les choses, à être la fille facile, la sœur silencieuse, celle qui avalait l'insulte pour que tout le monde puisse continuer à se dire soudé. Puis j'ai pensé au hall de l'hôtel. J'ai pensé à la réceptionniste baissant les yeux. J'ai pensé à ma mère ne disant rien pendant que ma sœur déclarait que je ne méritais ni chambre, ni dîner, ni place. Alors j'ai rappelé et j'ai dit la seule chose vraie qu'il y avait à dire, que je ne pouvais pas réparer ce que je n'avais pas brisé. Ma mère a eu une inspiration brusque comme si elle avait été giflée. Mais je n'étais pas cruelle, j'en avais fini, et il y a une différence. Au cours du mois suivant, d'autres fissures sont apparues. Ma sœur et son mari ont commencé à se disputer assez ouvertement pour que d'autres parents en entendent parler. La maison pourrait devoir être refinancée, peut-être vendue. Les soldes de cartes de crédit qui semblaient autrefois gérables sous l'éclat d'un soutien constant paraissaient maintenant terrifiants sous la vraie lumière. Chaque nouvelle qui me parvenait apportait la même leçon amère, ce n'était jamais de la richesse, c'était du théâtre, et le public était enfin rentré chez lui. L'hiver à Lyon est assez gris pour qu'on oublie que d'autres parties du pays sont plus clémentes, mais cette année-là, j'ai ressenti la saison différemment, non pas dans la météo mais dans la clarté. Pendant que ma famille se démenait pour expliquer leur vie aux créanciers, aux écoles et aux uns aux autres, la mienne continuait d'avancer de cette manière tranquille, presque ennuyeuse, que les vies stables ont l'habitude de suivre. J'ai signé un contrat à long terme avec une start-up de logiciels qui avait besoin d'un travail continu sur sa stratégie de contenu. Un autre client a élargi mon rôle après qu'une campagne a fonctionné mieux que prévu. Pour la première fois depuis longtemps, mes revenus ne ressemblaient plus au bord d'une falaise mais commençaient à ressembler à une structure. Pas glamour, pas tapas accent grave-l'œil, juste réel.
J'ai mis à jour mon tableau de bord un dimanche après-midi avec une tasse de café à mes côtés et j'ai réalisé que j'avais franchi un chiffre dont je rêvais autrefois. Personne n'a applaudi, personne ne l'a posté, personne ne le savait à part moi, et d'une certaine manière, cela rendait la chose encore plus solide. Mon oncle a appelé quelquefois cet hiver-là, jamais pour potiner, jamais pour me demander de choisir un camp. Il me questionnait surtout sur mon travail, mon appartement, si je dormais assez, si je commençais à voir plus grand pour la suite. Un après-midi, il a dit que ma sœur n'avait jamais compris, qu'elle pensait que le succès était tout ce qui faisait l'envie des étrangers le plus rapidement possible. J'ai laissé cette phrase flotter entre nous, puis il a ajouté que le vrai succès est ce qui tient encore debout une fois que les applaudissements ont cessé. À peu près au même moment, des bribes de nouvelles concernant ma famille continuaient de filtrer. Ma nièce avait été transférée dans une école publique. Ma sœur détestait cela plus pour l'apparence que pour le changement lui-même, ce qui me disait qu'elle n'avait pas encore totalement appris la leçon. Son mari essayait de renégocier leur prêt hypothécaire, ou du moins de gagner du temps. Ma mère avait déménagé dans un endroit plus petit, sans aucun des conforts faciles qu'elle traitait autrefois comme normaux. De temps en temps, elle m'envoyait des messages maladroits qui tournaient autour de la responsabilité sans jamais l'atteindre vraiment, disant des choses comme « je vois certaines choses différemment maintenant » ou « la vie a une façon de rendre les gens humbles ». J'ai remarqué qu'elle avait toujours du mal à dire la seule phrase qui comptait vraiment, à savoir « j'avais tort ». Quant à ma sœur, des mois ont passé avant que je n'entende parler d'elle directement. Dans ce silence, j'ai enfin compris quelque chose que j'aurais dû apprendre des années plus tôt. Le contraire de l'amour dans les familles n'est pas toujours la haine, c'est parfois l'utilité. Tant qu'il pouvait m'utiliser comme la fille moins chanceuse, comme l'exemple à ne pas suivre, celle qui permettait à tous les autres de se sentir plus complets, il me gardait assez près pour me comparer et assez loin pour me rejeter. Mais à la minute où j'ai refusé ce rôle, tout l'équilibre a basculé. Ils ont perdu plus que leur argent lors de ce voyage, ils ont perdu leur miroir. Et une fois que cela est arrivé, ils n'ont eu d'autre choix que de se regarder eux-mêmes. J'aimerais pouvoir dire que cette prise de conscience m'a rendu triste, mais elle m'a surtout rendu libre parce que la même famille qui m'avait traité comme une preuve d'échec était maintenant forcée de mener le genre de vie ordinaire et responsable que je construisais depuis le début. Faire attention au budget, faire des choix basés sur la réalité, vivre sans un filet de sécurité riche pour absorber chaque mauvaise habitude. Ils appelaient cette vie embarrassante quand c'était la mienne, soudain elle s'appelait maturité quand elle devenait la leur. C'était presque drôle, presque. Au début du printemps, j'ai recommencé à regarder les vols, pas parce que j'avais besoin de prouver quoi que ce soit, pas parce que je voulais un moment dramatique, juste parce que je le pouvais. Il y a une paix spéciale à savoir que l'on peut partir, arriver, rester ou s'en aller selon ses propres conditions. Je n'avais pas seulement survécu à ce voyage, j'étais sortie d'un mensonge pour entrer dans une vie qui me semblait enfin m'appartenir entièrement. Le message de ma sœur est arrivé un mardi soir pendant que je faisais cuire des pâtes en écoutant un podcast. Ce n'était pas un appel, ce qui me disait qu'elle ne se faisait toujours pas confiance pour entendre ma voix. Ce n'était pas non plus un courriel, ce qui signifiait que cela lui avait demandé plus de courage que ses messages formels habituels. C'était un simple SMS disant qu'elle pensait à ce qu'elle avait dit à l'hôtel et qu'elle savait que des excuses n'effaçaient rien mais qu'elle y pensait chaque jour depuis. Je suis restée là dans ma cuisine, une cuillère en bois à la main, lisant ces mots pendant que la vapeur montait de la cuisinière. Des mois plus tôt, j'aurais imaginé ce moment différemment, plus grand, plus tranchant. Peut-être que je me serais vue écrire une réponse parfaite et dévastatrice, quelque chose qui blesserait avec la même précision qu'elle avait utilisée contre moi. Mais la vengeance, je l'avais appris, n'est pas toujours plus satisfaisante quand elle est bruyante. Parfois, la vengeance la plus profonde est de laisser les gens vivre assez longtemps pour comprendre exactement ce qu'ils ont détruit de leurs propres mains. J'ai tapé une seule réponse, j'ai écrit « je sais ». Puis j'ai posé le téléphone et j'ai fini de préparer mon dîner. C'était tout. Pas parce que ce qu'elle avait fait était insignifiant, pas parce que j'avais guéri par magie, et certainement pas parce qu'un seul message restaurait une confiance endommagée sur des années. J'ai répondu ainsi parce que je n'avais plus besoin de sa douleur pour prouver ma valeur. Elle avait déjà perdu la scène sur laquelle elle se tenait. La vie dont elle se vantait s'était fissurée. L'image qu'elle utilisait comme une arme contre moi s'était effondrée. Et j'étais toujours là,
dans mon appartement, dans ma propre paix, cuisinant mon propre dîner, payant mon propre chemin, construisant quelque chose dont personne ne pouvait s'attribuer le mérite et que personne ne pouvait m'enlever. C'était suffisant. Les relations familiales ne se réparent pas d'elles-mêmes parce qu'une personne finit par s'excuser une fois que les conséquences arrivent. La vraie réparation est plus lente que cela, elle demande de la vérité, elle demande un changement de comportement, elle demande l'humilité d'arrêter de réécrire le passé d'une manière qui flatte ceux qui ont causé les dégâts. Je ne savais pas encore si ma sœur était capable de ce genre de changement. Je ne savais pas si ma mère admettrait un jour pleinement ce que son silence m'avait coûté. Mais pour la première fois de ma vie, je comprenais que je n'avais pas à attendre qu'ils deviennent de meilleures personnes avant de m'autoriser à me sentir entière. Et c'était la véritable fin qu'ils n'avaient jamais vue venir. Ils pensaient que le pouvoir signifiait décider qui appartenait au groupe, qui était invité, qui avait une chambre, qui méritait de s'asseoir à table. Mais la vérité est que les gens n'ont ce genre de pouvoir sur vous que tant que vous continuez à les supplier de l'utiliser avec gentillesse. Dès que vous arrêtez, toute la structure commence à pourrir de l'intérieur. S'il y a une leçon dans tout ce qui s'est passé, c'est celle-ci, une famille qui mesure la valeur humaine par l'argent, l'image, le mariage ou le statut finira par se détruire de l'intérieur. Mais une personne qui apprend à vivre avec dignité, discipline et respect de soi peut survivre même au rejet le plus cruel et en sortir plus forte. Cela compte au-delà d'une fête ou d'une dispute, cela compte dans les foyers, dans les amitiés, dans la façon dont nous élevons les enfants et dans les valeurs que nous récompensons en tant que communauté. Si vous apprenez aux gens que les apparences comptent plus que le caractère, ils grandiront en jouant la comédie au lieu de devenir eux-mêmes. Si vous leur apprenez que le confort est plus important que la responsabilité, ils s'effondreront dès que la vie deviendra réelle. Mais si vous leur apprenez à se tenir sur leurs propres pieds, à respecter les autres même lorsqu'ils se sentent supérieurs et à ne jamais confondre la dépendance financière avec la valeur personnelle, vous leur donnez quelque chose de bien plus durable que le luxe, vous leur donnez des fondations. Ma vieille valise grise traîne toujours au fond de mon placard, elle est bon marché, un peu rayée et n'a rien d'impressionnant. Je l'aime pour cela parce que la dernière fois que je l'ai fait rouler dans le hall d'un hôtel, quelqu'un m'a dit que je ne méritais pas de voyager avec la famille. La prochaine fois que je la sortirai, j'irai quelque part que j'ai choisi, avec un billet que j'ai acheté, vers une chambre que personne ne peut me retirer. Et cela, pour moi, ressemble beaucoup plus au succès que tout ce que ma sœur a jamais publié sur Internet. Cette histoire nous plonge au cœur des dynamiques familiales toxiques et de la quête d'indépendance. Il est fascinant de voir comment le personnage de Chloé transforme une humiliation publique en un catalyseur pour sa propre libération. Souvent, dans les familles où l'image et l'argent priment sur les relations humaines, un membre est désigné comme le bouc émissaire pour valider la réussite superficielle des autres. Ici, l'intervention de l'oncle Bernard agit comme un retour de bâton nécessaire, rappelant que la générosité ne donne pas le droit de mépriser autrui. Ce récit souligne également une vérité universelle. Le véritable succès ne se mesure pas à l'épaisseur d'un compte en banque alimenté par autrui, mais à la capacité de rester debout par ses propres moyens lorsque les apparences s'effondrent. La réaction finale de Chloé, pleine de retenue et de dignité, montre que la meilleure réponse à la cruauté n'est pas la vengeance éclatante, mais l'indifférence et la réussite personnelle. C'est une leçon sur l'estime de soi et la nécessité de définir ses propres standards de réussite loin du regard critique de ceux qui ne nous estiment pas à notre juste valeur. Avez-vous déjà vécu une situation où un membre de votre famille a tenté de vous humilier en public ou de vous faire sentir inférieur? Comment avez-vous réagi et quel impact cela a-t-il eu sur votre relation avec eux? Depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Partagez vos expériences dans les commentaires, cela aide beaucoup la communauté à se sentir moins seule face à ces épreuves.